Il est bien difficile de décrire ou de définir ce qu'il est en train de se passer, ce qui se joue. Notre planète Terre enregistre des fréquences vibratoires jusque-là jamais vues auparavant. Et dans un monde qui semble nous asphyxier, on ressent qu'aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait comme hier. On le voit partout. Le spirituel, vu auparavant d'un œil suspicieux, se voit désormais trouver une place, car une question que beaucoup se posent aujourd'hui, celle du sens. Le sens de la vie, le sens de cette activité, le sens de cette difficulté. On pourrait évidemment se demander pourquoi nous sommes tous en quête de sens. J'ai choisi d'aborder dans cet épisode les clés qui nous sont proposées pour nous aider à trouver des réponses et pour nous permettre aussi d'ajuster notre discernement. J'ai rencontré Sandrine Grison, médium et experte en réalignement, afin qu'elle nous livre ses clés pour partir à la conquête de soi et renouer avec nous-mêmes. Je vous propose de découvrir cet épisode en 2 parties. Une interview riche et passionnante dans laquelle nous évoquons le parcours de Sandrine, mais aussi de nombreux sujets comme l'estime de soi, les capacités subtiles, le haut potentiel intellectuel, la communication avec les guides, entre autres. Puis, dans la deuxième partie, nous aborderons des sujets comme les signes et les synchronicités, le pouvoir créateur, le mental, les peurs ou encore les différents types de médiumnité. Si tu aimes cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, commenter. Bonne écoute. Si je vous parle de discernement, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, pour moi, le discernement, alors surtout, si on le ramène, un petit peu au côté, spirituel, en tous les cas, pour moi, ce discernement, c'est surtout savoir faire la part des choses entre, ce que potentiellement on peut entendre, on peut voir, on peut, comprendre et ce qui, en tous les cas, résonne en nous. C'est-à-dire que, par exemple, il peut y avoir, des croyances, collectives, générales, quels que soient les sujets. Alors il y a ce qu'on va vous dire, il y a, ce qu'on va vous expliquer et il y a aussi potentiellement, ce qui me parle, ce qui ne me parle pas, ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, si je suis d'accord, pas d'accord et c'est là où pour moi le discernement intervient. C'est-à-dire que je ne prends pas les choses uniquement comme elles me sont données, mais je fais preuve de discernement, j'écoute mon propre discernement à moi et on va dire, je fais le tri. C'est comme ça que, personnellement, je le comprends et je le vois. Mmh. Ce qui n'est pas forcément évident en fait, il y a eu, différentes époques, il y a eu des époques où entre guillemets «on se posait peut-être un peu moins de questions». Aujourd'hui, on est dans une époque actuelle où on s'en pose beaucoup. Oui, Sauf qu'on est aussi dans une époque où il y a de l'intelligence artificielle, où il y a des réseaux sociaux, où il y a de l'information partout et donc aujourd'hui, cette question du discernement, je pense que beaucoup de personnes en ont conscience, mais ça peut, entre guillemets, faire un peu peur dans le sens où on se dit: «Bah, OK, mais comment concrètement je fais pour essayer d'avoir du discernement? Comment je sais si c'est vrai, si c'est pas vrai, si on essaye de profiter de moi ou pas?» exact. Bah, alors, en plus, c'est vrai, hein, c'est-à-dire que cette question du discernement, elle se joue de plus en plus finalement aujourd'hui et je pense qu'elle se jouera encore de plus en plus au fil des années. Mais, cette notion-là, elle est hyper importante parce que si j'ai pas de discernement, je prends tout, ce qui me vient comme, vrai, comme réel, comme possible et je n'ai pas de recul et c'est là où pour moi, cette notion d'avoir du discernement, comment faire pour avoir du discernement? C'est déjà prendre un peu de recul par rapport aux informations qui me sont données et me poser aussi des questions par rapport aux informations qui me sont données. Parce que quand je n'ai pas ce recul et que je ne me pose pas ces questions, bah, là, du coup, je ne fais preuve d'aucun discernement et je prends tout comme il vient. Et d'autant plus, comme vous venez de le dire avec l'intelligence artificielle, il y a tellement de choses maintenant qui sont diffusées, qui sont fausses, qui sont montées, qui sont... Si on n'a pas ce recul, il y a des fausses informations, que ce soit sur la société, sur le gouvernement, sur des dangers éventuels, sur des événements qui se seraient passés, qui ne se sont pas passés. Si je prends tout au premier degré, je peux me raconter finalement une histoire, qui n'existe pas et Mmh, surtout je peux vivre dans une réalité qui n'est pas réelle. oui. Donc comment faire pour avoir discernement? Bah, c'est prendre du recul par rapport à l'information avant de la croire et d'abord se poser des questions et aussi potentiellement aller vérifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est monté de toutes pièces? Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou non? Et quand bien même c'est quelque chose de réel,
est-ce que moi ça me parle ou pas? Parce qu'il y a aussi la façon dont c'est raconté. Il peut y avoir un fait réel, mais qui est raconté d'une façon à influencer l'opinion, la vie et c'est là où, je prends du recul et je fais, appel à aussi, mon propre discernement, mon propre avis, ma propre vision des choses. Mmh. Oui et c'est vrai que, c'est intéressant et important, je pense, de bien préciser le ma propre, vision, mon propre discernement parce que, on pourrait avoir tendance dans des moments comme ceux-là peut-être à aller demander des avis de part et d'autre. Non pas que les avis partagés soient forcément toujours bons ou mauvais, mais finalement, par rapport à notre propre nature, on va avoir les meilleurs conseils qu'on va pouvoir se donner, ça va être nous-mêmes. Alors même si aujourd'hui c'est plus facile d'aller demander un conseil à une copine, à sa tata, à sa mère ou qui que ce soit de son entourage dont on a confiance, mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que chaque personne a son propre fonctionnement et que peut-être que les conseils des personnes qui nous entourent dépendent de leur propre vécu, qui n'est pas forcément le nôtre. Mais complètement et d'ailleurs, alors c'est très, pareil, hein, c'est très ancré, c'est très sociétal, d'aller, demander des Mmh. conseils à Pierre, Paul, Jacques, la maman, le père, l'ami, la copine, le collègue et cetera. Pourquoi? Parce qu'on a appris, justement, hein, par la force des choses, à ne pas s'écouter soi-même. On n'a pas appris à se connecter à l'intérieur, on apprend dès qu'on est tout petit à se référer à l'autre, à demander conseil à l'autre et on ne nous apprend pas, voilà, il y a personne qui nous dit: «Écoute-toi, toi». Alors ça commence à se faire un petit peu de plus en plus parce que les Mmh. consciences sont un peu quand même en train de s'éveiller, mais disons que c'est pas dans la majorité des cas et en fait, on ne se rend pas compte, mais aller demander des avis et des conseils aux autres ne sert à rien. En général, on n'est pas plus avancé, on est encore plus dans son problème. C'est-à-dire que, par exemple, si on n'arrive pas à faire un choix, on va aller demander à ses proches: «Qu'est-ce que tu me conseillerais? Qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour moi?» Sauf qu'on va toujours avoir 2 versions. Il va y avoir les pour, il va y avoir les contre, il va y avoir ceux qui vont vous conseiller d'aller à droite, ceux qui vont vous conseiller d'aller à gauche et en plus, comme vous l'avez, dit, justement juste avant, c'est que les personnes à qui on demande, eh ben, elles vont nous répondre en fonction de leur propre historique, de leurs propres blessures, de leurs propres souffrances, de leur propre expérience et surtout, elles vont nous projeter leurs propres peurs. Donc si je vais demander à, des proches, de me conseiller, par exemple, j'ai envie de changer de carrière, j'ai envie de me lancer, je ne sais pas moi, dans un nouveau business, j'ai une idée fabuleuse. Rares sont les personnes qui vont nous dire: «Vas-y, c'est super». Pourquoi? Parce que alors c'est souvent en toute bienveillance, mais ces personnes-là, surtout les proches, la famille, les amis, ont peur pour nous et vont nous projeter ces peurs Mmh. et donc finalement, on a demandé, l'avis à tout le monde et on se retrouve tout aussi coincé, mais c'est souvent aussi parce qu'on aimerait finalement que quelqu'un nous apporte la bonne réponse, parce qu'on n'a pas appris à s'écouter soi. On aimerait que quelqu'un valide et nous dise: «Allez, c'est bon» et si j'ai quelqu'un qui me dit: «Allez, c'est bon, je te garantis que ça ira», peut-être qu'on ira plus facilement. Mais souvent c'est un leurre parce qu'on n'est pas plus avancé. Mmh. Bon, très bonne transition. Donc, bonjour Sandrine, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour Lauriane, merci en tout cas de m'avoir invitée sur ce podcast. Alors, vous êtes coach, médium, sophrologue Mmh. depuis une petite dizaine d'années Oui, et vous avez construit un programme, entre autres, hein, qui permet de redonner le pouvoir à vos consultants. Vous accompagnez au quotidien sur des thématiques qui parleront certainement à beaucoup, comme notamment se libérer du mental, ne faire qu'un avec son âme, développer ses capacités spirituelles et trouver sa voie professionnelle. exactement. On entend de plus en plus parler d'alignement. C'est quelque chose dont on n'entendait pas forcément parler il y a 10 ans, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, l'alignement, c'est vrai que c'est un terme qui, est développé de plus en plus, que l'on entend de plus en plus et d'ailleurs le covid a beaucoup aidé à ça parce que c'est une période où les personnes se sont posées énormément, énormément de questions et d'ailleurs on a vu qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles qui ont été, démarrées ou en tous les cas la réflexion a démarré pendant le covid. Alors l'alignement, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement trouver sa propre voie et son propre chemin. Je dis bien sa propre voie, son propre chemin, ce n'est pas le chemin. Chacun a son chemin qui est unique à lui-même et le chemin de chacun, son propre chemin, c'est celui où on est pleinement heureux, pleinement épanoui et l'alignement, c'est-à-dire que c'est vraiment cette notion, d'être en accord, c'est-à-dire que l'intérieur soit pleinement en accord avec l'extérieur. C'est-à-dire que quand je suis alignée,
dans tous les domaines ou au moins dans un domaine, eh bien, ce que je suis à l'intérieur de moi, c'est-à-dire ce que je suis, ce que je pense, ce que je fais, mes propres valeurs, mes principes, mes aspirations profondes, eh bien, sont en parfait alignement avec ma vie à l'extérieur. Exemple, si je suis parfaitement alignée dans ma vie professionnelle, eh bien, je fais un travail qui correspond justement parfaitement à qui je suis, à ce que je pense. Dans mon travail, je suis pleinement alignée avec mes valeurs et mes aspirations profondes. Donc c'est ça l'alignement, c'est-à-dire que c'est vraiment un peu une mise au diapason Mmh. de l'intérieur avec l'extérieur. Et ça se voit, j'imagine, quand à travers la joie d'aller travailler ou si on a vraiment du mal à se lever pour aller travailler, c'est un signe de désalignement, par exemple? Exactement. Alors le problème, c'est que le désalignement est tellement courant qu'on a l'impression que c'est, alors j'aime pas vraiment ce mot, mais on va se dire que c'est normal. Mmh. Normal d'être dans un travail dans lequel on n'est pas, aligné, j'allais dire, mais dans lequel on n'est pas épanoui. C'est, d'ailleurs, j'ai beaucoup entendu, hein, des personnes me dire: «Ah bon, à quel moment, il est possible de trouver un travail qui nous plaît vraiment?» Vous voyez? Tellement c'est dans les Oui. croyances que, bah, le travail, c'est pas une passion. Mais effectivement, quand on n'a pas envie d'aller travailler, quand, et c'est des choses que j'ai expérimentées dans ma vie professionnelle passée, quand, vous ou vos collègues, arrivez le lundi matin avec, une flemme incommensurable et où on est déjà impatient d'être vendredi et on compte les jours jusqu'au week-end pour pouvoir retrouver un peu de liberté et de vie le samedi et le dimanche, et qu'à peine le dimanche soir arrive, on est déjà avec cette espèce de boule au ventre à se dire: «Mon Dieu, il va falloir que je retourne travailler demain». Là, bien évidemment, c'est une marque de désalignement, Mmh. et la marque d'alignement, c'est comme vous l'avez dit justement avant, c'est on est dans une joie, on n'a pas l'impression de travailler. Alors je sais que ça peut paraître fou parce que Oui, un peu utopique. est-ce que ça existe? Oui, quand on est à sa juste place, eh bien, on est dans un travail qui nous passionne. On n'est pas à compter ses heures, à se dire: «Mon Dieu, il est 14:00, vivement 17:00, j'en peux plus, je suis devant mon ordinateur à traîner les pieds, à boire des cafés en espérant des en espérant que le temps passe un petit peu plus vite». Quand on est aligné, on est vraiment dans la joie, on est content de se lever le matin. Alors ça veut pas dire qu'on n'est pas fatigué de temps en temps et qu'on n'aspire pas aussi à avoir des vacances, mais la dynamique n'est absolument pas la même. Mmh. Après, on peut peut-être l'expliquer à travers, le fait que, si on regarde la génération précédente, voire la génération d'avant, le rapport au travail a évolué et on pourrait avoir le sentiment qu'on est dans une ère, nouvelle. Alors, sans prendre ça de manière très factuelle, mais c'est-à-dire que nos parents et nos grands-parents ont vécu, le manque, ont vécu des difficultés, de travail très importantes et en fait, travailler, c'était un peu un enjeu de survie et on n'était pas dans dans ce questionnement de finalement où est mon bien-être, comment je me sens moi à l'intérieur. Ils étaient dans des difficultés, on va dire, autres, ce qui fait que j'ai le sentiment on est dans une phase de bascule où finalement on se rend compte que c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des personnes qui n'imaginent pas qu'on puisse avoir un travail où on puisse être totalement épanoui, parce que j'ai le sentiment qu'il y a un peu les bagages de l'histoire et de cet entre-deux, parce qu'on a encore des personnes de ces générations qui sont là. Donc, du coup, ça crée des difficultés, j'imagine, pour qu'on comprenne, entre guillemets, ce qui est en train de se passer. Exactement, c'est-à-dire que, nos parents, les grands-parents, on est dans cette génération où, alors déjà, et puis il y a plein d'autres croyances aussi qui vont avec, hein. Il faut travailler dur pour gagner peu, il faut travailler, avec sa sueur, c'est dur, c'est difficile, et puis aussi, surtout, effectivement, on se pose pas de questions. Il faut un travail pour payer les factures, il faut un travail pour se nourrir, point. Est-ce que tu es heureux ou pas heureux dans ton travail? C'est pas un questionnement à se poser et à prendre en compte. Juste, il fallait travailler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les consciences s'éveillent et on se dit: «Mais attends, je passe quand même 80 de mon temps au travail, donc ça serait bien quand même que ça m'apporte du plaisir et de l'épanouissement». Et puis aussi surtout, on a vu se développer des choses qui n'étaient pas là avant, c'est-à-dire les notions de burn-out, ce genre de choses. Il y a encore, des années en arrière, c'était pas du tout quelque chose de reconnu. Aujourd'hui, c'est réellement reconnu. Avant, voilà, les générations précédentes, même si on n'était pas bien, on n'était pas en plus dans une connexion émotionnelle. Les générations précédentes, on n'exprimait pas ses émotions, on prenait même pas le temps de les ressentir finalement.
les émotions étaient mises sous le tapis. Aujourd'hui, on est dans des générations où on se pose quand même plus de questions, où on prend en compte ses émotions, on est capable de dire quand on ne va pas bien et surtout, voilà, c'est ce qui a fait aussi que la notion du burn-out a été reconnue et que maintenant on peut même être arrêté ou même, ça peut être reconnu en maladie de, voilà, je suis en burn-out et ça peut être même un motif de licenciement amiable. Donc bien évidemment que ça a évolué et qu'aujourd'hui, on cherche à avoir un travail dans lequel on se sent bien. Alors, ça reste encore très compliqué pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que les personnes de nos générations, bah, elles ont l'historique familial. Oui. Quand vous avez une éducation où, ben, on vous dit justement de ne pas vous poser de questions, on, vous oriente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été orientées bien évidemment, encore une fois, en toute bienveillance par leurs parents qui ont projeté leur propre historique, Mmh. on va vous orienter vers un travail où il y a des débouchés. Quand bien même ça paye peu, mais au moins il y a du travail. Mmh. On va, voilà, vous orienter vers des secteurs bien particuliers, quand bien même vous n'en avez pas envie. Et quand ces personnes-là aujourd'hui, qui ont été un petit peu orientées par leurs parents, et qu'elles ne sont pas bien du coup dans leur vie professionnelle et qu'on leur dit: «Mais tu sais, tu peux trouver quelque chose qui te plaît vraiment», il y a comme un espèce de voile, hein. Enfin, Mmh. d'abord c'est flou, c'est brouillard, ça fait peur et c'est qu'est-ce que pardon, j'ai pas bien compris la réflexion et effectivement pour certaines personnes, c'est encore difficile à envisager, mais c'est possible et heureusement. Oui, oui. Il y a un enjeu de loyauté, un peu mal placé parce qu'on imagine que si on prend un chemin différent de ce que, entre guillemets, «nos parents ont construit pour nous», on va, leur manquer de loyauté alors qu'en finalement c'est pas ça la vraie continuité. On peut très bien s'épanouir et rendre, enfin nos parents heureux par notre épanouissement sans forcément renier ce qu'ils ont fait auparavant. Exactement. Il y a souvent une loyauté un petit peu insidieuse comme ça. Alors, parfois elle est consciente, parfois elle est inconsciente et il faut la faire remonter. Il y a souvent une loyauté vis-à-vis de ses parents et de l'historique et quand j'ai envie d'aller chercher quelque chose de différent, j'ai peur de ce que ça va provoquer au sein de ma famille, au sein de ma lignée. J'ai peur des réactions et puis il y a aussi, hein, c'est des choses que j'ai vues en séance, si par exemple, je me dis que j'aimerais avoir de meilleures conditions de vie et de meilleures conditions financières. Par exemple, si mes parents, eux, pour eux, ça a été compliqué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont vécu le manque, et cetera. Eh bien, si moi je me dis: «Tiens, j'ai envie de me créer une carrière qui me permettra de vivre confortablement, d'avoir plus d'abondance financière», et ben là, tout de suite, pour certains, c'est un peu la panique parce que, je ne veux pas que mes parents pensent que ce qu'ils m'ont donné n'était pas suffisant et du Oui, oui. coup, je suis un peu gênée ou coincée dans le sens où j'aimerais, avoir de meilleures conditions parce que, certes, les conditions qu'ils avaient m'ont suffi, mais moi, ce n'est pas la vie à laquelle j'aspire et c'est légitime et j'en ai le droit. Mmh. Mais il y a vraiment cette peur de blesser les parents, qu'ils interprètent mal cette recherche de meilleures conditions financières et du coup, parfois, ça bloque. Il y a ça, mais il y a aussi, parfois et souvent, je dis parfois, mais non, c'est souvent, le manque d'estime de soi. Si on ne se sent pas capable d'aller chercher quelque chose d'autre. Si j'ai été conditionnée dans une vie professionnelle dans laquelle souvent j'ai été orientée, c'est des choses que je vois, hein, je rêvais de ci, de ça, mais mon Mmh. père ou ma mère m'a dit: «Ce n'est pas un métier, tu serais mieux là-dedans». Et bien après souvent je me conditionne, je me dis que je ne suis capable que de ça et envisager une autre ouverture professionnelle m'est difficile. Mmh. Oui. Mais on a des solutions pour ça. Ça se évidemment, il y a des issues, on n'est pas condamné. Non, on n'est pas condamné, heureusement. Ça demande un travail sur soi, ça demande à travailler les peurs, ça demande à travailler sa confiance, ça demande à aller chercher les réponses à l'intérieur, au-delà des peurs, au-delà des conditionnements. Mais bien évidemment que c'est possible et qu'il y a une autre issue, il y a une autre porte qui peut s'ouvrir si on décide, ne serait-ce que de faire ce travail pour y aller. Après, c'est une question de le vouloir ou pas, hein. Il y a des personnes qui vont vous dire: «Ben, j'aimerais envisager quelque chose d'autre, mais honnêtement, je me sens pas prêt et j'ai pas envie». Peut-être Mmh. que j'irai dans 5, 6, 7 ans, explorer une autre voie possible et je ferai ce travail, mais là, pour le moment, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Et c'est déjà bien de se rendre Oui. compte que j'ai envie d'autre chose, mais pour le moment, c'est pas le moment. C'est pas grave, ce sera peut-être le moment plus tard.
Oui, oui, pas de c'est bien de le dire, pas de pression, générale. Tout le monde n'est pas obligé de révolutionner sa vie. Chacun a son propre rythme et il y en a qui en ont pas besoin, il y en a qui en ont pas envie et en fait, le but, c'est de se respecter et de pas forcément, subir une pression générale parce que toutes mes copines, elles sont en train d'évoluer et pas moi et donc du coup, je me sens en retard. Il y a pas de retard finalement. Exactement, il n'y a pas de retard et puis, j'ai envie de dire, le simple fait, par exemple, déjà de conscientiser que dans un domaine de vie, parce qu'on parle du professionnel, mais il y a plein de domaines, hein, dans lesquels on peut être aligné ou pas. Mais déjà, le simple fait de reconnaître: «Je sais que je ne suis pas aligné dans ce domaine, je le sais, mais je ne suis pas prêt ou prête à faire les changements, nécessaires Mmh. aujourd'hui», c'est déjà un énorme pas. Oui. Parce que, souvent, quand on est désaligné, on se voile la face. On va se raconter des histoires. Mmh. On va se raconter que notre vie nous convient parfaitement, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale et cetera. Là, on va dire qu'il y a encore un gros travail à faire parce qu'on ne veut pas conscientiser qu'il y a quelque chose qui est en décalage avec qui on est réellement. Mais quand on arrive déjà juste à avoir cette prise de conscience, effectivement, moi je dis toujours aux gens: «Pas de panique, on ne vous demande pas de révolutionner votre vie dès aujourd'hui. On ne vous demande pas de quitter votre travail demain. C'est-à-dire que si je me rends compte que finalement ma carrière ne me convient plus, bah, on ne vous demande pas de démissionner dès demain». Mmh. Il y a souvent un gap entre le moment où je me rends compte que ça ne me convient plus et le moment où je déciderai d'acter le changement. Et il en va de même pour une relation. Oui, oui. Souvent, on se rend compte que la relation ne nous convient plus et entre le moment où on se rend compte que je suis en décalage, ça ne me convient plus et le moment où on se sent prêt à opérer le changement, il peut se passer des années et ce Mmh. n'est pas grave. Le tout, c'est juste d'être honnête avec soi-même. Il vaut mieux se rendre compte qu'une relation ne nous convient plus et pour autant se dire: «Pour le moment, je ne suis pas prêt ou prête à faire les changements» et rester dedans et s'accorder du temps, ne pas se mettre la pression justement et se dire: «Bah, je serai prêt ou prête quand ça sera le moment, mais pour le moment, ce n'est pas le moment». Il vaut mieux ça plutôt qu'essayer de se convaincre que la relation dans laquelle on est, qui ne nous convient pas, nous convient et essayer de se persuader corps et âme, Mmh. que voilà, que ça nous va, que c'est OK et de finir, complètement malheureux ou malheureuse. Oui. Mais effectivement, pas de pression. S'aligner, ça ne veut pas dire tout changer d'un coup. Oui, oui. Puis on imagine les conséquences d'un changement un peu sur un coup de tête un peu brutal, qui justement serait finalement contre-productif, puisque du coup, ça créerait un changement beaucoup trop violent et beaucoup trop important à gérer, ce qui créerait une problématique émotionnelle qui fait que du coup, on risquerait limite de se retrouver plus en difficulté qu'avant de prendre la décision. Oui et puis en plus, encore une fois, c'est pas parce que je vais tout changer, dès demain, sur un Mmh. tête brutal, que pour autant je serai alignée. Parce qu'encore Mmh. une fois, être alignée, c'est être en accord avec qui je suis à l'intérieur. Donc si je ne suis pas prêt ou prête, mais que je me dis: «Il faut», c'est souvent c'est «il faut» et les «je dois» qui Oui. font qu'on se déaligne. Si je me dis: «Il faut» parce que j'ai pris conscience que et donc voilà et un tel ou une telle me conseille de et je vois mes copines ou mes proches évoluer et moi non, selon qui en plus, selon Mmh. et si je me dis: «Il faut» parce que là je me suis rendu compte que ceci ou cela et donc il faut que je quitte cette relation par exemple, alors qu'au fond de moi, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête, je vais quitter la relation mais je ne serai pas alignée pour autant. Oui. Parce qu'au fond de moi, il y aura toujours quelque chose qui en décalage, puisque je n'étais pas prêt ou prête à quitter cette relation. Donc c'est là où il faut savoir s'écouter. S'aligner, c'est savoir reconnaître, par exemple, dans ce cas-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai conscience que cette relation n'est plus bonne pour moi. Je le sais. Je sais que je dois sortir de cette relation pour être pleinement bien, mais je sais aussi que à l'instant T, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Donc je vais me lâcher la grappe un moment, je ne vais pas me mettre de pression à me dire: «Quitte, quitte, non, je ne sais pas, quitte, si, non, oui». Je vais me lâcher la grappe, je vais accepter cet état de fait et je me laisserai le temps et je me laisserai voilà, le loisir d'avoir ce déclic, que ce soit Mmh. demain, que ce soit dans 5 ans et il y a pas de problème avec ça. Et là, je suis alignée avec moi. Ça nous amène à un sujet de fond qui me semble assez important et que vous devez constater très souvent, c'est l'amour de soi. C'est, alors moi, c'est le sentiment que j'en ai, c'est que les gens ne s'aiment pas, enfin les personnes ne s'aiment pas. Alors, très bon sentiment Lauriane. Effectivement, les gens s'aiment pas ou très peu. Et Mmh. pourquoi? Parce que là aussi, il y a des croyances sociétales, hein.
Si je m'aime, j'ai l'impression d'être égoïste et j'ai l'impression d'être dans l'ego supérieur. Mmh. Les gens confondent estime de soi et ego supérieur. Et souvent d'ailleurs, moi je le vois, en coaching quand j'essaie de pousser les gens à se valoriser ou à prendre conscience de leurs valeurs, tout de suite ils sont gênés. Et ils vont me dire: «Non mais Sandrine, moi je veux pas me sentir supérieure à qui que ce soit». Je leur dis: «Mais attendez, reconnaître sa valeur, ce n'est en aucun cas Mmh. être dans l'ego supérieur». Et souvent d'ailleurs, quand on a peur d'être dans l'ego supérieur, c'est qu'on est dans l'ego inférieur et qu'on se sous-estime complètement. Et effectivement, bien souvent, et encore une fois, hein, c'est lié aux générations d'avant qui ont été beaucoup dans du sacrifice, et cetera. Eh bien, les gens sont très tournés vers les autres, vont Mmh. beaucoup donner, quand bien même ce qu'on en croit, hein, parce que si on écoute aujourd'hui, ce qu'on peut nous dire, on va dire de façon générale et sociétale, il y a une tendance, une croyance à penser que les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux, et cetera. Mais moi, je peux Mmh. vous dire de ce que je vois, Oui. dans les consultations, c'est tout l'inverse. Les gens sont très tournés vers les autres, vont tout donner, mais tout, pour leurs proches, même pour les collègues de travail, pour des personnes qui ne vous respectent pas, on va tout donner, on va les considérer, on va donner énormément à l'extérieur. Par contre, dès lors qu'il faut se donner à soi-même, Mmh. il y a plus personne. Et par exemple, ça c'est un exemple que je prends souvent, on est très doué pour excuser la terre entière, pour pardonner la terre entière, pour être bienveillant, pour tout excuser à tout le monde. Le pauvre, la pauvre, tu te rends compte, elle a pas fait exprès et puis si, il faut la comprendre, c'est difficile pour elle ce qu'elle vit. Et quand c'est avec soi-même, on est extrêmement dur. On Mmh. va s'excuser souvent, on va pas se pardonner souvent, on va plus se flageller qu'autre chose. Et effectivement, les gens s'aiment peu, Mmh. malheureusement. S'ils s'aimaient davantage, ils s'apporteraient à eux-mêmes davantage. Mais souvent, la plupart du temps, toute l'énergie est tournée vers l'extérieur Oui. et très, très peu vers l'intérieur. Et il y en a j'ai le sentiment que les personnes ne savent pas comment s'y prendre. C'est-à-dire que moi, dans ma conception des choses, je considère que la personne que je suis, je dois en prendre soin comme si c'était une personne extérieure. Évidemment, la gestion du temps reste un sujet, mais mais essayer de considérer parce que souvent on me dit: «Bah oui, mais moi si je m'aime en effet», comme vous disiez, oui, bah, c'est bizarre, je vais être égocentrique et cetera. Non, c'est prendre le soin, avoir des attentions pour soi-même, comme on en aurait pour d'autres personnes, pour prendre soin de soi ou avoir un coach intérieur ou je ne sais pas, moi j'ai un coach intérieur qui des fois me booste et puis qui des fois me dit: «Calme-toi». Mais du coup, c'est comme ça un petit est-ce que c'est comme ça qu'on doit s'y prendre? Alors, moi, je conseille toujours, c'est une phrase que je dis souvent, aux personnes que j'accompagne et ça fait sens, souvent elles le retiennent. Je dis toujours: «Il faut être son ou sa propre meilleure amie». Mmh. Toujours. C'est-à-dire que quand je suis en train de me juger, quand j'ai une difficulté et que je suis dure avec moi-même, il faut toujours se demander: «Mais attends, qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie là? Est-ce que je serais en train de la pourrir? Est-ce que je serais en train de lui dire: "Mais, secoue-toi ma pauvre, tu toujours rien compris"?» Non, je serais en train de la consoler, je serais en train de l'écouter, je serais en train d'essayer de la comprendre. Donc, heu, pour moi, comme je le dis toujours, on est la personne la plus importante de notre vie. Mmh. Si on ne s'occupe pas de nous-mêmes, les autres vont pas le faire à notre place. Et en plus, il est important pour justement pouvoir, être bien avec les autres, pour pouvoir être là pour eux, et ben, il faut d'abord être là pour soi et être bien avec soi-même. Et ça aussi, c'est quelque chose que je dis toujours, mais quand je prends soin de moi, indirectement, je prends soin des autres. Mmh. Je prends par exemple les parents, parce que les parents, c'est quelque chose que je vois beaucoup, il y a cette notion de se sacrifier pour ses enfants. Et il ne faut pas se sacrifier pour ses enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant qui arrive, lui, il a rien demandé. Il a pas demandé à papa et maman de se sacrifier, Mmh. d'accord? Et si je me dis maintenant que je suis mère ou maintenant que je suis père, je dois mettre ma vie d'homme ou de femme de côté, l'ami que je suis de côté, la sœur que je suis de côté et je suis juste une mère ou un père, eh bien forcément à un moment donné va naître un mal-être. Mmh. Pourquoi? Parce que je ne serai plus qu'une facette de moi-même, va naître un certain mal-être, je ne serai plus bien. Mon enfant va le ressentir indirectement. Même si je ne lui fais pas ressentir directement, il va ressentir.
que je ne suis pas bien. À parent heureux, enfant heureux. Plus je prends soin de moi, je m'accorde du temps. Alors attention, hein, j'entends que c'est pas forcément facile et c'est pas forcément simple de trouver un équilibre, mais il y a beaucoup de parents, par exemple, qui culpabilisent dès lors qu'ils ont 1 heure pour eux, c'est une culpabilité sans nom, de se dire: «Mais j'ai l'impression d'abandonner mon enfant». Mais non, parce que cette heure-là que vous allez prendre pour vous, à passer pour vous, elle va vous faire du bien et vous n'en serez que mieux, ensuite et surtout, vous n'allez pas nourrir de ressentiment par rapport à votre enfant. Mmh. Je vois des parents qui se sacrifient, qui des années plus tard vont dire à leur enfant: «J'ai tout donné pour toi», parce que ça nourrit une attente indirecte. Oui, oui, une charge sur l'enfant, hein. Voilà, qu'il soit reconnaissant, qu'il soit là et si à un moment donné, cet enfant devenu adulte, ado, préado, adulte, emprunte une voie que le parent n'avait pas envisagée, Mmh. et ben, le parent peut le prendre comme: «Oh, il m'abandonne, quoi et après Mmh. tout ce que j'ai fait pour toi, Mmh. tu me fais ça». Mais l'enfant, lui, il a rien demandé. Mmh. Donc que ce soit pour ça ou pour d'autres, dynamiques, il est hyper important de prendre soin Mmh. de soi d'abord. Parce que, encore une fois, on est la personne la plus importante de notre vie et on est responsable de notre propre bien-être, hein. Oui. Pas attendre que les autres nous rendent heureux, c'est à nous de le faire d'abord. Mmh. Ben, on se rend compte à travers l'exemple là que finalement les 2 êtres, donc qui sont le parent et l'enfant, se retrouvent en fait coincés dans un piège puisqu'il y a une forme d'attente du côté du parent, une forme on doit quelque chose aux parents et donc finalement chaque être n'a pas pu s'épanouir comme il l'aurait dû et ça crée une interdépendance qui fait que personne se retrouve, heureux finalement. Exactement et ça, c'est aussi, des choses que je vois beaucoup, cette interdépendance dans les familles. Mmh. Alors que ce soit le parent ou l'enfant et où chacun, en fait, indirectement, bien évidemment et inconsciemment, s'empêche de vivre. Oui. On peut avoir, par exemple, l'enfant devenu adulte, qui rêve de déménager à l'autre bout du monde ou de changer de région, Mmh. qui ne le fait pas parce que je ne veux pas abandonner mes parents. Je ne Mmh. veux pas abandonner ma mère. Pour elle, ça sera compliqué si on s'éloigne. Parce que si j'ai, voilà, un parent, par exemple, qui ne va pas bien, qui, est dans une dynamique très compliquée émotionnelle, par exemple, eh bien, je prends soin de mon parent et je deviens le parent de mon parent. Et donc il y a une espèce de dynamique Mmh. inversée et donc après je m'empêche de vivre pour prendre soin de mon parent. Alors là encore, c'est très bien, c'est très loyal, c'est adorable, mais ça s'appelle du sacrifice. Parce Mmh. que du coup, je m'empêche de vivre ma vie pour mon parent. À l'inverse, il y a des parents qui s'empêchent de vivre pour leurs enfants. C'est-à-dire que, ils ont des envies, pareil, de peut-être déménager à l'autre bout du monde. Ils ont toujours été là pour leurs enfants, maintenant c'est un petit peu le temps de penser à eux. Ils n'y arrivent pas parce que, bah, non, je peux pas déménager parce que, par exemple, ma fille et mon gendre ont besoin de moi régulièrement pour garder, mon petit-fils ou ma petite-fille et je me dis que si demain je déménage et que je pense un petit peu à moi, je serai égoïste, j'ai peur qu'ils m'en veuillent, donc je reste à côté d'eux pour pouvoir être là s'ils ont besoin de moi. Mais si je reste là, au cas où ils auraient besoin de moi, je sacrifie ma vie pour eux. Oui, oui. Et il y a beaucoup cette notion d'interdépendance. Il y a aussi cette notion quand, un parent, est malade, souffrant, ce genre de choses. Et puis il y a aussi l'interdépendance, dans les fratries, hein. Mmh. Où, du coup, on reste, où on culpabilise, où on entre dans certaines dynamiques pour un frère, pour une sœur, on s'empêche de vivre aussi une vie sentimentale épanouie parce que le frère ou la sœur, lui, a des difficultés dans sa vie sentimentale et du coup, je ne veux pas le mettre ou la mettre mal à l'aise par rapport à ma propre vie, donc je m'empêche de vivre des choses. Souvent, il y a une espèce de loyauté comme ça familiale, qui si elle n'est pas conscientisée, peut être extrêmement handicapante. Mmh. Mais on peut évidemment s'en libérer, hein, parce que ça fait comme des chaînes, en fait, finalement. Ces liens qu'on entretient avec toute notre famille peuvent être des liens d'amour et qui peuvent être très, très sains, mais qui peuvent, à contrario, sans que ce soit, évidemment volontaire, mais ça peut justement être, nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'être heureux et nous bloquer complètement dans notre épanouissement. Oui et là, pour s'en libérer, il faut vraiment travailler la notion de culpabilité Mmh. parce que souvent je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à aller vers ma propre vie parce que
sinon je vais culpabiliser Mmh. de laisser mon parent. Enfin, souvent, il y a une espèce de culpabilité qui est comme ça omniprésente. C'est je culpabilise de tout. Donc, c'est vraiment une partie des choses à travailler et à conscientiser surtout. Ouais. Mmh. OK. Alors on va revenir un petit peu sur vous, du coup. Vous étiez quel type d'enfant? J'étais quel type d'enfant? C'est intéressant, c'est une excellente question. Alors, on va dire que j'étais, alors je suis la quatrième e d'une fratrie de 5. J'ai 2 frères, 2 sœurs. Donc, on va dire que j'étais un peu la timide, sensible, qui n'avait pas trop confiance en elle, qui n'osait pas trop, s'exprimer. Alors j'étais quand même, pas mal, rêveuse et tout ça, hein, mais on va dire vraiment très sensible, avec beaucoup d'attachement aux personnes qui étaient autour de moi. Et puis, aussi avec, j'avais une petite étiquette, qui était, on a souvent une étiquette, hein, dans les familles, c'est inconscient, mais quand vous avez des frères et sœurs, il y a celui qui est comme ci, celui comme ça, il y a Mmh. le drôle, l'intelligente, le foufou, enfin, vous voyez, il y a des étiquettes comme ça inconscientes. Moi, j'avais l'étiquette de l'intelligente, donc 1re de la classe, qui adorait l'école. Bon ça va, c'est pas trop mal comme étiquette. Oui, c'est pas toujours évident quand même, mais parce que du coup, on attend beaucoup de vous inconsciemment et donc il Oui. y a une espèce de pression, depuis très, très, très jeune que vous avez, comme s'il faut remplir l'objectif parce que tout le monde l'attend, même si c'est pas dit directement, mais c'est des choses que vous ressentez donc voilà, donc 1re de la classe, l'école, l'école, l'école et puis après, une enfant lambda quoi, on va dire. Mmh. Oui, puis, sur des profils comme ça, il y a peut-être aussi parfois un manque d'attention parce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour vous, parce que vous réussissez tout, en fait. Alors oui et puis surtout, alors moi j'avais été diagnostiquée, alors maintenant c'est très courant, mais à l'époque ça ne l'était pas, j'avais été diagnostiquée à l'époque, on disait surdouée. Mmh. On dit HPI, c'est le terme, qu'on entend énormément, énormément, mais à l'époque, c'était pas aussi courant, et donc j'ai été diagnostiquée très, très jeune, hein, dès la maternelle. J'avais Ah fait oui. des tests, psychologiques et cetera pour, une étude de mon QI et donc j'ai passé une classe, je devais en passer une deuxième, mais mes parents n'ont pas voulu. Dieu merci, ils n'ont pas voulu Mmh. parce que c'est pas évident Mmh. et effectivement, alors ce qui était surtout compliqué, c'est que forcément avec ce côté HPI d'aujourd'hui, il y a le côté hypersensibilité émotionnelle qui Oui. n'est pas vraiment compris. C'est vrai que moi j'étais très, très sensible et j'avais c'est quelque chose que j'ai compris très tard, hein, mais j'avais l'étiquette aussi de la susceptible. Mmh. J'étais très vite touchée quand on me disait quelque chose, j'étais très vite blessée, mais vraiment et Oui. ça autour de moi, il y a peu de personnes qui le comprenaient et donc plutôt que se dire: «Elle est sensible», on me disait beaucoup: «Oh, tu es susceptible, tu prends tout à cœur, tu prends tout mal». Donc pendant des années après, j'ai grandi avec avec cette croyance, dire: «Je suis susceptible en fait apparemment». Mais non, c'est pas de la susceptibilité, c'est de l'hypersensibilité, ce qui est complètement, différent et donc oui, forcément, encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus développé, on en parle beaucoup plus, c'est Oui. diagnostiqué, c'est voilà, c'est très démocratisé. Limite, on aimerait d'ailleurs que tout le monde soit HPI, j'ai l'impression, comme si c'était un graal, Non, ouais, c'est pas si simple à gérer, non, non, c'est pas si simple à gérer et d'ailleurs, je dis ça parce que, à l'école de mon fils, les maîtresses m'ont dit, hein, aujourd'hui, il y a des parents qui se battent pour qu'on reconnaisse leur enfant comme HPI. Je peux vous dire que quand on est HPI, enfin, il y a rien c'est pas mmh. forcément si, incroyable que ça et effectivement, surtout, on attend de vous que vous sachiez tout, que vous connaissiez tout parce que comment dire? C'est très mal compris Mmh. et puis en plus, à l'époque, il y avait cette notion de surdoué et donc comme si vous devez tout savoir. Donc dès lors que vous ne savez pas quelque chose, on vous regarde, vous voyez, avec un «bah, tu sais pas» et donc il y a comme cette, après forcément c'est soi avec soi, hein, les gens le projettent indirectement, mais du coup ça crée une espèce de pression où on se dit: «Il faut que je sois, perpétuellement à la hauteur», parce que vous voyez, par exemple à l'école,
je me souviens que quand le maître en primaire rendait les copies, tout le monde se tournait vers moi toujours. C'était, automatique. Tout le monde se tournait vers moi pour savoir si j'avais eu 20 et quand j'avais 18, eh bien, les élèves de la classe à l'époque étaient, «Ah bon?» et je vous parle même pas d'M 15. Quand j'avais 15, j'avais honte pour vous dire. J'avais honte quand j'avais 15 parce que je lisais la déception dans le regard des gens. Comment ça se fait qu'elle a eu 15? C'est pas normal. Elle Ouais, c'est sûr est que c'est pas facile et pas facile à vivre. non. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. Alors, j'aurais tendance à dire, moi, j'ai un enfant qui l'est. Ça, le point de vue des maîtres et des instituteurs a évolué sur ce sujet. Mais enfin, moi, je trouve pas ça très facile à gérer du tout parce qu'en fait, en effet, ça souvent, alors je sais pas si c'est tout le temps le cas parce que je me suis pas intéressée à la totalité du sujet, mais ça crée une hypersensibilité et un fonctionnement cérébral qui n'est clairement pas comme la plupart des enfants qui nous entourent. Donc, on a des informations, mais ça donne un mode d'emploi qui est comme si on avait un mode d'emploi dans une langue étrangère, en fait. Exactement, mais Du c'est coup, c'est exactement ça. pas simple. Pardon. Non, non, il y a pas de c'est moi qui vous ai coupé l'oreillette. Mais non, non, effectivement, c'est pas quelque chose de simple parce que, encore une fois, alors aujourd'hui, c'est mieux compris, mais c'est et encore, ça peut être mal compris parce qu'on confond haut potentiel et intelligence enfin Mmh. et surtout intelligence et culture, pardon. C'est-à-dire que, on pense que vous allez tout savoir sur tout, sur tous les sujets, tout le temps. Non, c'est juste, comme vous l'avez dit, c'est une réflexion en arborescence qui est différente de la majorité des gens. Mais c'est en ça aussi que ça peut être compliqué parce que c'est mal compris et surtout, il y a tout ce côté émotionnel qui va avec, où là, effectivement, vous avez l'impression d'être, le mouton noir au milieu des moutons blancs et que personne ne vous comprend et d'autant plus que comme j'avais sauté une classe, et qu'en plus je suis née en fin d'année scolaire, je suis née au mois de mai, et bien disons que quand je suis arrivée au collège, j'avais 1 an et demi d'écart avec toute ma classe. Alors ça paraît pas, hein, quand on est adulte. Ouais, mais niveau maturité et tout ça, ça doit être, Voilà, moi je suis arrivée au collège, je venais juste d'avoir 10 ans et toute votre classe va sur ses 12. C'est énorme l'écart. mmh. Quand je suis arrivée au lycée, je venais d'avoir 14 ans. Toute ma classe allait vers ses 16 ans. C'est vraiment pas simple quand le prof, au tout début de l'année, lit les dates de naissance et vous savez que, oh là là, mon Dieu, il va dire votre date de naissance, tout le monde va se retourner sur vous. Dire: «Ah, tu passé une classe?» Il faut encore le dire, oui et du coup, ça y est, tout le monde va s'attendre à ce que vous soyez la première, que vous ayez une bonne moyenne, sinon, il y a un truc qui cloche, vous êtes pas surdoué, vous voyez? Donc c'est mieux compris aujourd'hui et heureusement, hein. Si vous avez fait enfin, je sais pas, sur la prise de recul, parce que j'imagine que forcément ça détermine, des difficultés de l'enfance qui forgent un petit peu l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Si on regarde du l'aspect positif, parce que c'est plutôt ça qui nous intéresse, qu'est-ce que ça vous a apporté, dans votre, vie de femme aujourd'hui d'avoir vécu, on va dire ces aléas? Parce qu'on enfin voilà, d'avoir eu, on va dire, une enfance comme celle-là, notamment sur, justement cette, mise en valeur de votre potentiel, permanent, qui devait, où vous deviez, être dans une, faire vos «preuves» entre guillemets, alors que finalement vous étiez un peu comme s'il y avait un projecteur en permanence sur vous. Ouais effectivement, un projecteur qui, encore une fois, hein, n'était pas délibéré de la part des personnes qui vous entourent, mais il y a quand même un projecteur Mmh. parce que, et même, les professeurs, le corps enseignant et cetera, il y a un projecteur qui est là. Hem, alors, mine de rien, alors aujourd'hui, hein, surtout avec le recul, ça m'a permis de vraiment prendre confiance en moi. Alors ça a pris du temps Mmh. parce que en fait, effectivement, j'ai grandi avec cette notion de performance et que, moi, j'allais être valorisée par rapport à des notes, par rapport à des performances, par rapport à une carrière, comme si, je n'étais que l'intelligente, en fait. Et je me suis rendu compte avec les années, avec l'expérience, qu'il y a d'autres formes d'intelligence que l'intelligence comme on l'entend, Mmh. scolaire et cetera. Il y a l'intelligence émotionnelle, par exemple, qui n'est pas due à tout le monde. Et en tous les cas, qu'il n'y avait pas que ça et que je ne devais pas répondre qu'à ce rôle-là. Ouais. Donc plus les années ont passé, en fait, avec un travail sur moi bien évidemment, hein, je me suis détachée vraiment de ce côté-là.
de ce côté, diplôme, performance, notes, et même performance dans ma carrière. Je me suis détachée de ça et ça m'a apporté une confiance. Je pense que ce côté HPI, par contre, m'aide beaucoup dans cette notion de parce que ça, c'est des choses qu'on va me dire, les proches, hein, qui me connaissent. C'est quelque chose qu'on remarque chez moi, alors que moi, je ne remarquais pas forcément. Mais j'ai tendance à beaucoup m'écouter. Aujourd'hui, hein, vraiment, je suis très, très connectée à l'intuition, mais surtout, je n'ai pas peur d'y aller. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui me vient, que je sais bon pour moi, quels que soient les domaines, hein, j'y vais. J'ai une confiance en moi par rapport à ça, j'ai une confiance Mmh. en moi, j'ai une confiance en la vie. Là où potentiellement d'autres personnes pourraient tergiverser pendant, énormément de temps et cetera. Moi, si je sens, j'y vais et je sais aussi que ce côté intuitif est aussi en partie lié à ce côté HPI parce qu'on est très, très connecté à l'intuition, alors pas que. Mais on va dire que ça m'a forgée, avec le temps. C'est-à-dire que j'ai eu peu confiance en moi à l'époque et j'avais cette pression des notes et tout ça. Mais c'est ce manque de confiance qui m'a permis d'avoir confiance aujourd'hui finalement, qui m'a forgée, parce que les relations, sociales, à l'école n'étaient pas forcément simples non plus. Quand vous êtes la plus jeune de la classe, je peux vous dire que c'est pas forcément simple. Mmh. Mais c'est ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui finalement. Oui, tout est une question de nuance, il faut à un moment, vivre le manque de confiance pour pouvoir se rendre compte qu'on n'a pas confiance, pour pouvoir aller vers la confiance a ensuite. Exactement, parce qu'en fait, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le travail commence à partir du moment où on arrive à le conscientiser. Mmh. Parce que vous pouvez ne pas avoir du tout confiance en vous et vous raconter des histoires et vous dire que vous avez confiance en vous et vous faire croire, le mental est très fort pour nous faire, croire des choses et vous faire croire que vous avez confiance et donc je ne l'ai pas conscientisé pendant très longtemps et je suis allée chercher une carrière, pareil, une carrière vitrine, pour justifier ce côté, voilà, je suis intelligente et cetera. C'était un but qui n'en était pas un finalement, parce que c'était juste quelque chose qui répondait à cette fameuse étiquette que, j'avais aussi l'impression que les autres attendaient de moi. Donc je me suis pas réellement posé de questions. J'ai suivi le chemin de l'étiquette intelligente sans me demander, est-ce qu'il y a pas une autre voie qui peut-être Mmh. pourrait te plaire? Mais c'est effectivement, tout ça, c'est à un moment donné, j'ai eu une prise de conscience vraiment, où je me suis dit: «Sandrine, tu n'es tu t'accroches à des espèces de performances extérieures pour te valoriser. Ça veut dire qu'en fait, au fond, s'il y a pas ça, tu as pas confiance en toi. C'est ces trucs-là, tes diplômes, ta carrière, ta promotion qui te permettent de te valoriser auprès de tes proches. C'est quand Mmh. même malheureux». En fait, quand j'ai eu cette prise de conscience, je me suis dit: «Mais c'est quand même malheureux parce que c'est le truc qui t'aide à te valoriser et s'il y a pas ça, j'avais l'impression que s'il y avait pas ça, je n'existais pas». Oui. Et donc quand je l'ai conscientisé, je me suis dit: «OK, bah, là, il va peut-être falloir emprunter un autre chemin à un moment donné» et c'est ce que j'ai fait. Et surtout, c'est fou, hein, parce qu'on dit toujours que les personnes autour de nous et c'est ce que je dis d'ailleurs aux personnes que j'accompagne, ne sont que le reflet de nous-mêmes Mmh. et sont paramétrés sur nos propres paramètres. Et à partir du moment où moi, je me suis complètement, défaite de ce côté, HPI, enfin vraiment c'est quelque chose auquel je ne pense absolument plus. Je ne me considère même plus comme HPI. Alors je peux le voir encore aujourd'hui dans ma sensibilité, mais c'est vraiment quelque chose, je me suis Mmh. détachée complètement. À partir du moment où je me suis complètement défaite de tout ça et j'ai arrêté de chercher de la valorisation à travers, ces performances et ben, bizarrement, les autres personnes autour ont arrêté aussi. Donc voilà, ça a apporté, finalement des changements, positifs. Si on évolue, les autres autour évoluent également. Vous êtes, médium, c'est un métier qui fascine, qui interpelle, qui parfois, peut, être remis en question pour, les plus sceptiques. Comment ça se passe dans votre parcours? Si on reprend un petit peu les différentes phases, c'est quoi l'élément déclencheur qui fait qu'à un moment vous rompez avec un mode de vie ou en tout cas avec un métier pour aller vers une profession comme celle-là? Alors,
L'élément déclencheur. Alors déjà, juste avant d'aller à l'élément déclencheur, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais enfant, j'avais des ressentis. D'accord? Je voyais et j'entendais ce que j'appelais les gens Mmh. dans ma chambre. Alors les gens, on a bien compris, sont les âmes, les entités. Alors on vivait dans une maison qui était quand même plutôt habitée, hein. Il y avait des petits événements, des choses un petit peu particulières, des bruits, des objets qui bougeaient. Enfin voilà, il y avait des petits événements comme ça, mais personne n'en parlait. Dans ma famille, on n'était pas du tout, on va dire, branchés sur ce sujet-là. Ça se Mmh. passait, mais chacun vivait sa vie sans forcément se dire il y a des esprits dans la maison, par exemple. Et moi, donc je voyais et j'entendais tous les soirs. Alors ça, de ce que je me rappelle, en tous les cas, je devais avoir 5 ans et ça Mmh. a duré jusqu'à à peu près mes 11 ans. Oui. Quand j'ai parlé à mes parents, parce qu'en fait, je n'en parlais pas, je n'en parlais pas. Alors, pour une raison, toute bête, c'est que je pensais que tout le monde vivait la même chose. Mmh. Et pareil pour tout le monde. Donc, vous savez, quand on est enfant, il y a plein de questions qu'on ne se pose pas, hein, donc je pensais que c'était «normal» entre guillemets et que mes frères et sœurs, voilà, tout le monde avait le bal des gens dans la chambre le soir et que c'était comme ça. Et un jour, j'en ai parlé juste très naturellement, hein, pour vous dire. J'ai pas dit: «Oh mon Dieu, il y a des âmes» ou je ne sais quoi. J'ai simplement dit à mes parents à un dîner, de famille, que j'en avais marre des gens dans la chambre. Voilà, que je n'arrivais plus à dormir parce que j'en avais très peur et voilà, ça durait des heures. Donc quand j'allais me coucher, je me disais: «Vite, vite, faut que je m'endorme, avant que tout le monde arrive». Mais après tout le monde arrivait très vite et je mettais des heures à m'endormir. Donc un jour, très naturellement, au dîner, j'ai dit à mes parents: «Faut faire quelque chose parce que moi les gens dans la chambre, j'en peux plus, je veux plus aller dormir». Et j'ai compris d'un seul regard que ce que je venais de dire, c'était pas normal et que, tout le monde ne vivait pas ça dans la maison. Et donc au fur et à mesure du temps, tout ça s'est refermé. Du jour au lendemain, alors je me souviens plus exactement comment, mais tout ça s'est refermé. Et donc bon, bah, j'ai continué, ma vie et encore une fois, j'étais pas dans une famille, comment dire? Branchée, spiritualité, ce genre de choses. Mmh. Souvent, on a cette croyance, hein, que si je suis médium, mon père était médium ou ma mère, Oui, oui. les cartes quand j'étais petite, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et donc, j'ai fait ma carrière dans les ressources humaines et à un moment donné, alors j'ai eu une épreuve de vie très, très compliquée et à cette époque-là, vraiment c'était très, très dur et il me fallait quelque chose pour tenir, en fait. Simplement, je me suis dit: «Il faut quelque chose pour m'aider à vivre chaque journée qui va être très, très compliquée, très, très lourde, très, très difficile. Voilà, faut que je tienne». Et donc, je me suis mise, tout bêtement, tout naïvement à la méditation. En fait, j'avais commencé à lire des livres et je voulais simplement faire de la méditation, moment présent, hein, pas de méditation guidée pour aller parler avec ses guides, par exemple. Non, non, simplement de la méditation moment présent pour réussir à me calmer, à vivre le moment présent et à lâcher prise. Et puis, en fait, lors de ces méditations, au fur et à mesure, en fait, très vite, hein, au bout de quelques semaines, tous mes ressentis sont revenus, absolument tous. Je me suis remise à voir des gens dans mon appartement. C'est Bonne ou mauvaise nouvelle, hein? c'est très, très lunaire parce qu'en fait, je vivais dans cet appartement, tout allait très bien et du jour au lendemain, je vais me coucher, je vois des gens au bout de mon lit et là, je me dis: «Ah non, ça y est, c'est reparti». Donc j'ai dormi des semaines dans mon canapé, oui, oui, je vous assure. Mais ces apparitions, elles, on vous parle ou c'est juste une présence, visuelle? Alors, à ce moment-là, quand c'est revenu, on ne me parlait pas. Je voyais en fait, je savais pas ce qu'ils faisaient là, mais je voyais, je me souviens, 2 personnes au bout de mon lit. Donc et on m'a déjà dit: «Mais pourquoi tu les as pas fait partir?» Mais à l'époque, je ne savais pas faire, hein, voilà. Donc Oui. quand tout s'est réveillé, j'étais complètement effrayée, paniquée, parce que je me suis mise à ressentir à nouveau toutes les énergies, les vibrations environnantes. Je pouvais plus aller dans les rues où il y avait des gens, parce que je ressentais les gens de l'intérieur. Enfin, c'était un enfer, vraiment un enfer. Et en fait, j'ai commencé à me documenter parce que je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Enfin vraiment, j'étais seule au monde. Alors heureusement, j'ai fait une rencontre à cette époque, je pense que l'univers m'a mis sur mon chemin, une personne qui deviendra ensuite une amie, qui elle était ouverte à la spiritualité, donc qui a été un grand soutien à cette Mmh. époque.
pour répondre un peu à mes questions et donc je me suis documentée et du jour au lendemain, en méditant, j'ai commencé à entendre. D'abord à entendre mon grand-père, décédé, Mmh. et d'ailleurs j'avais fait un rêve prémonitoire quand j'avais 15 ans, où j'ai rêvé qu'il allait mourir. Heu, il allait très bien à l'époque. J'ai fait un rêve où je me souviens, c'était comme un écran de télévision. On me montrait juste une scène où il était dans un lit Ouais. d'hôpital avec des tuyaux partout et j'entends encore le bip bip du moniteur et on me dit, «Il est en train de mourir, il va mourir». Je me suis réveillée le matin, je l'ai dit à ma mère et elle aurait pu me dire: c'est un rêve, c'est rien». Mmh. C'est fou quand même, parce qu'elle aurait pu me dire ça et la première chose qu'elle m'a dite, c'est: «Surtout tu ne le dis pas à ton père» et c'était mon grand-père paternel. En fait, on est Ouais. partis en vacances le lendemain et pendant qu'on est partis en vacances, mon grand-père a appris qu'il avait un cancer, du foie, très, très installé et il est mort 3 mois après. Mais même à l'époque, j'avais pas fait le Mmh. rapprochement avec mon rêve tellement j'étais un petit peu dans Ah oui, parce que j'allais dire, ça doit être doublement douloureux et surprenant parce que si vous rêvez de quelque chose d'aussi important et que vous faites le lien à ce moment-là, ça peut faire on peut se faire peur à et soi-même, en fait. et oui, mais à l'époque, j'avais tellement tout refermé que je me souviens quand on nous l'a annoncé et cetera, je n'ai fait aucun Mmh. comme si mon cerveau avait oublié, je m'en suis rappelé des années plus tard. Je n'ai fait aucun rapprochement avec ce rêve. Alors pourtant le rêve, même là quand je vous en parle, je me rappelle exactement de l'image Oui, oui. Mais et du c'était pour vous protéger finalement, vous étiez pas prête? non, j'étais pas prête Mmh. et donc quand tout s'est réveillé là, suite aux méditations, j'ai commencé à communiquer avec lui. Alors là, je me suis dit: «Mon Dieu, que se passe-t-il? Que m'arrive-t-il?» Vraiment, j'ai eu très peur, hein, je me suis dit: «Je suis en train de devenir folle, je sais pas ce qui m'arrive» et ensuite, j'ai commencé à capter, les guides, du coup Mmh. et mes guides à moi et c'est de là que tout est parti. Comment on comprend qu'on communique avec ses guides? On met Façon énormément de temps, on met énormément de temps, alors au début, parce que mon grand-père faisait partie de mes guides, au départ. Alors je comprends pourquoi, hein, parce que s'il avait pas été là, comme moi je connaissais rien à cette notion de guide, je veux dire, si j'avais entendu, «On était guide, on te parle», je me serais dit: «Bon tiens». mmh. Voilà, donc c'est d'abord lui qui est venu me parler et en fait j'ai demandé, comment dire? Je demandais énormément de preuves, dans la matière pour, ou de choses concrètes en fait pour me faire comprendre que tout ça n'était pas mon imagination et je me souviens qu'au début j'avais des messages, c'est là où j'ai commencé à comprendre que, OK, il se passe quelque chose. C'est qu'il me donnait beaucoup de messages, sur des choses qui allaient m'arriver. «Attention là, voilà, ne t'inquiète pas, demain il va t'arriver quelque chose». Par exemple, je recevais ce genre de message. Alors on me disait pas Oh! comment. «Demain, il va t'arriver quelque chose, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, on est là, on est avec toi, c'est voulu» et cetera et vous voyez, par exemple, le lendemain, mon partenaire m'annonçait qu'il me quittait, quoi. Ce genre de choses et puis surtout aussi, alors mon grand-père, j'ai mis énormément de temps à le dire autour de moi et à le dire, par exemple, à mon père, Mmh. qui avait pas fait son deuil, ça avait été très, très compliqué. Donc je voulais lui dire, mais je savais pas comment lui dire, comment on fait. On se lève à un dîner de famille, on toque sur son verre de vin pour dire: «Excusez-moi, j'ai un message à dire» et ce qui est fabuleux, c'est que le jour où je lui ai dit, heu, en fait, donc je lui ai dit, un soir et ensuite je suis rentrée chez moi et à l'époque, je travaillais encore dans les ressources humaines et mon frère et moi, on travaillait dans la même société et mon frère, à cette époque, le deuil aussi, c'était compliqué. Et lui ne savait pas que je l'avais dit à mon père, enfin, c'est ça qui est quand même fou, c'est que je le dis à mon père, je rentre chez moi. Le lendemain, je vais travailler. Mon frère arrive dans mon bureau, dans un état, un peu, et il me dit: «Il faut que je te raconte quelque chose, il m'est arrivé quelque chose de fou cette nuit». Et là, il me dit que mon grand-père est venu le voir pour Mmh. transmettre un message et dans la journée, ma mère m'a appelée pour me dire la même chose pour mon père. Et en fait, ils avaient eu ce qu'on appelle une visite, tous les 2 une visite la nuit
Mmh. Moi, après, mon grand-père m'avait dit, je suis allée les voir parce que c'était les 2 qui en avaient besoin, parce que justement, il y avait ce deuil qui n'était pas fait. Mais ce qui est fou, c'est qu'aucun des 2 ne savait, enfin, vous voyez, je l'ai dit à mon père, mon frère ne le savait pas et ils ont eu tous les 2 une visite dans la même nuit, quoi. Donc, il y a eu plein d'événements comme ça et puis après, mes guides qui, pareil, me donnaient des informations, mais c'était du palpable, c'était du concret. Oui. Mettez un temps avant de vous demander, est-ce que c'est moi qui me raconte des trucs? Oui. Ou est-ce qu'on est vraiment en train de me donner des messages? Donc je demandais vraiment: «Envoyez-moi des choses concrètes dans la matière» et je vais vous donner un exemple, le jour où vraiment je me suis dit: «OK Sandrine, il faut que tu écoutes. Là, il faut vraiment que tu prennes conscience qu'on te parle et qu'on t'écoute». C'est, je pars de chez moi, heu, je monte dans ma voiture et j'entends: «Fais demi-tour, tu as oublié quelque chose». Et moi, bête et têtue, je pars, je démarre le moteur et j'avance. Et je réentends: «Fais demi-tour, tu as oublié quelque chose». Et le pire, c'est que je me vois regarder dans ma voiture comme ça, observer, et tout en cherchant, je m'observe moi-même en me disant: «Mais tu es ridicule, tu es là en train de vérifier si tu as rien oublié». Enfin, c'est lunaire. Et donc je poursuis. Et en fait, j'allais à un endroit, il me fallait des clés. Et là, j'arrive, donc je fais ma route et je réentends plusieurs fois, hein: «Fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour». Je fais la route. J'arrive sur le lieu et au moment de me garer, je me dis: «Ah, j'ai un déclic» et je me dis: «Ah non, mes clés». Et en fait, les clés étaient toujours, dans le petit emplacement dans ma voiture. Je mets la main et je vois que mes clés n'y sont pas. Et en fait, j'avais changé de veste, enfin bref, et les clés étaient restées dans une veste chez moi. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, bon, OK, il faut écouter». Mmh. On entend sa propre voix? On entend une voix, une autre voix? Comment ça se matérialise? Alors, ça va dépendre des médiums, parce que là, il y a pas, comment dire, de vérité absolue. Mmh. Et en tous les cas, souvent, on entend avec sa propre voix. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont ce qu'on appelle de la clairaudience, mais Mmh. ne s'en rendent pas compte, parce qu'elles s'attendent à entendre une voix extérieure. Sauf que souvent, c'est avec sa propre voix, c'est-à-dire que vos guides, ils vont passer par votre chakra coronal, hein, et donc ça va arriver dans votre tête, dans votre esprit, un peu comme la voix avec laquelle vous vous dites, «Faut que j'aille mettre de l'essence, ah là, il faut que je pense à appeler l'assurance, il faut». Et ben, c'est la même chose, c'est la même voix et ça arrive de façon très furtive, en fait. C'est que vous vous mettez à avoir des mots, des phrases dans votre tête qui ne vous appartiennent pas. Mmh. Et souvent d'ailleurs, on se dit: «Pourquoi je suis en train de penser à ça? Pourquoi je suis en train de me dire ça?» Si je me pose cette question-là, c'est que c'est pas moi qui suis en train de me le dire, c'est un message qui m'est envoyé. Et ça veut dire que finalement, on est peut-être bien plus qu'on ne peut l'imaginer à pouvoir recevoir ce type de Oh message. là, mais oui, mais complètement, c'est-à-dire que souvent on a tendance à dire, on est médium de naissance, c'est un don, on l'est ou on l'est pas, et cetera. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on a tous des capacités de clairaudience, de clairvoyance, de clair-ressenti. Pourquoi? Parce que la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, par exemple, ce sont simplement les sens qui sont développés. On appelle ça des capacités extrasensorielles. Donc ça veut dire que mes sens sont développés au point que je peux capter d'autres plans que celui de la matière. Mmh. Tout simplement, hein, faut remettre les choses de façon concrète. Souvent, c'est un peu mystifié, et cetera, mais si on revient au terre à terre, ce sont simplement les sens qui nous permettent de capter d'autres fréquences que les fréquences de la matière. Donc, bien évidemment, tout le monde a 5 sens et donc tout le monde peut potentiellement développer un sens, un, 2, 3 ou plusieurs, heu Mmh. pour capter d'autres plans subtils. En revanche, c'est pas parce qu'on a tous la possibilité qu'on va tous y arriver. Pourquoi? Parce que, bah, déjà, il y a des personnes qui n'ont pas envie, voilà, ça ne les intéresse pas, qu'on soit clair. Il y a des personnes qui n'ont pas non plus ce niveau de conscience-là. Il y a des personnes qui vont vouloir, mais qui vont vouloir, ce ne sera pas pour les bonnes raisons, ce sera pour développer un ego, supérieur. Donc potentiellement, ça ne se développera pas. C'est un peu, si vous voulez, comme, vous mettez, heu, 100, élèves qui vont tous avoir exactement le même parcours scolaire. Est-ce qu'on a tous la possibilité d'avoir le bac? Oui.
Si on fait tous exactement le même parcours, et cetera, est-ce qu'on a tous la possibilité? Oui. Est-ce qu'on va tous l'avoir pour autant? Non. Parce qu'il y en a qui aimeront pas l'école, il y en a qui n'auront pas Mmh. envie, il y en a qui auront des difficultés, voilà. Et ben, c'est exactement la même chose pour les capacités. Donc on peut. Est-ce que pour autant, on va tous y arriver et surtout est-ce qu'on doit tous en faire un métier? Non. Oui, puis j'ai le sentiment qu'il y a quand même alors, j'ai le sentiment que beaucoup souhaitent développer ces capacités-là, mais dans l'approche de vouloir les développer, l'erreur qu'on pourrait avoir tendance à faire, c'est de vouloir développer des facultés subtiles avec le mental, avec un process établi. Ce qui fait que du coup, ça demande un véritable cheminement et un travail pour comprendre que finalement, même si on fait des formations, même si on fait des choses, chaque personne va avoir son propre fonctionnement et tant qu'on n'a pas ce déclic intérieur ou en tout cas ce chemin pour j'ai le sentiment que pour avoir ces facultés-là ou en tout cas les développer, il faut avoir déjà un alignement avec soi-même. Parce que si on est déséquilibré émotionnellement, sans parler de maladie, mais si on est instable et qu'on n'est pas dans les bonnes conditions, on n'y arrivera forcément pas puisque du coup, j'ai le sentiment qu'il faut on va dire un état de départ pour que ça puisse prendre place, parce que c'est des facultés qui sont très connectées avec son soi intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une vraie résonance profonde à l'intérieur. Et par exemple, si on ne s'aime pas, j'ai le sentiment que c'est compliqué d'arriver à développer ce type de faculté. Alors oui, ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, si on s'aime pas, en plus, on n'aura pas forcément confiance en soi. Mmh. Et du coup, on va sans cesse se comparer, aux autres. On va chercher une solution, pour avoir tel ou tel ressenti. On va se remettre, sans cesse en doute par rapport à ce qu'on ressent. Et comme on va sans cesse se comparer aux autres, on va toujours avoir l'impression potentiellement de mal faire. Mmh. Et comme vous l'avez justement dit, ça nécessite d'avoir un alignement avec soi-même et surtout de se faire confiance. Je peux apprendre des milliards de façons d'être médium, ça ne fonctionnera pas, il n'y en a qu'une idéale à la mienne. Mmh. Bien évidemment, je peux apprendre, je peux faire des formations qui, peuvent, justement, m'apprendre à, savoir qu'est-ce que la clairvoyance, par exemple. Pour ouvrir justement ce champ de connaissances et non pas que je sois dans des fausses croyances. Si par exemple, je reste dans la fausse croyance qu'il s'agit juste d'une voix extérieure, je pourrais faire tout ce que je veux pour développer ma clairaudience, ça tombe, elle est déjà là, j'en ai juste pas conscience. D'accord? Je peux faire des formations qui vont justement me permettre de revenir à moi-même et à mes propres ressentis, ça oui. En revanche, effectivement, si, je cherche on va dire un diktat, une manière de faire, qu'on va me donner, je passe à côté parce que les capacités sont propres à chacun. Et d'ailleurs, si on prend, par exemple le côté médium, il y a autant de médiums qu'il y a d'êtres humains sur cette terre qui pratiquent la médiumnité. Il y a autant de médiumnité que de médiums. Chacun a sa façon de faire, chacun a ses propres ressentis. Et si je n'ai pas confiance en moi, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, justement, j'accompagne des personnes, parce j'ai un programme qui est vraiment dédié à ça, pour des personnes qui ont déjà un début de capacité, qui ne savent pas quoi en faire ou qui sont justement perdues Mmh. parce qu'elles se comparent à d'autres. Et du coup, elles ne savent pas si elles font bien, pas bien, etc. Souvent, une des premières choses qu'on travaille, c'est la confiance, parce que c'est ce qui bloque la personne. Ouais. Parce qu'elle n'arrive pas à être son propre référentiel. Parce que quand on a des capacités, quelles qu'elles soient, il faut savoir se faire confiance à ses ressentis et être son propre référentiel. Donc si déjà je ne sais pas faire ça, ça va être compliqué. Merci pour ton écoute. Découvre la suite de cet épisode dans la partie 2. Si tu veux trouver des astuces pour gérer ton mental, comprendre comment fonctionnent les peurs et quels sont les effets qu'elles ont sur toi, ou encore en savoir plus sur le pouvoir créateur, alors écoute l'épisode suivant.